Alors, chers Toastmasters, chers invités, nous reprenons cet après-midi. Vous avez bien mangé? Oui. Vous n'allez pas dormir, je peux vous le garantir, parce que nous avons quelqu'un qui est là pour nous motiver, Steve Alexandre. Steve. Ah, merci. Alors, Steve nous vient tout droit du club des orateurs de Thionville. Oui. C'est bien ça? Oui. Donc, un tout grand merci d'être parmi nous. Vous êtes un coach professionnel et il y a deux choses qui vous tiennent à cœur. Oui. Aider les personnes à atteindre leur but. Et c'est pour ça qu'il va nous parler de motivation. Et la deuxième chose très importante, c'est en restant fidèle à leurs valeurs, en restant authentique, donc pas se trahir. Si vous voulez connaître un peu mieux Steve Alexandre, il suffit d'aller sur YouTube. Vous allez voir qu'il a publié des dizaines de vidéos de qualité. J'en ai regardé une hier, celle sur la peur, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Merci. Merci. Donc merci d'être parmi nous et voilà, bonne présentation. Merci, merci beaucoup. Alors, chers amis Toastmasters, est-ce que ça marche? Je me trompe de bouton, voilà. Est-ce que vous avez déjà ressenti un feu intérieur, vraiment une grande motivation pour un nouveau projet ou pour un projet, quel qu'il soit? Je vois que tout le monde hoche la tête. Alors, au lieu de vous demander « est-ce que vous avez déjà ?» je voudrais plutôt vous demander pour quel projet vous avez déjà ressenti ce feu intérieur, cette grande motivation. Et pour autant, malgré tout, petit à petit, vous avez perdu ce feu intérieur. Vous avez perdu cette motivation et cette motivation-là, petit à petit, elle est partie en fumée. Est-ce que vous avez ce projet en tête? Vous avez cette chose? Super. Alors, selon vous, quel est le problème quand on commence un nouveau projet? Quel est le problème qu'on rencontre quand on a un nouvel objectif? Eh bien, en fait, au début, on est super content, on est hyper motivé. Et puis, discrètement, on en parle, on dit à des amis « Bon, j'ai un nouveau projet, mais t'en parles à personne. » Au bout de quelques temps, la terre entière est au courant. Vrai ou faux? Très bien, bien sûr. Et puis, rapidement, à partir du moment où on commence ce projet, on commence à se poser des questions. Et là, on fait face enfin à la réalité. Et à la fin, on se rend compte qu'on a un vrai casse-tête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, le premier, ça m'est arrivé. J'ai travaillé dans la finance pendant 15 ans. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais plus vraiment aligné quand je faisais ce métier. J'avais à cœur de servir les gens. Et plutôt que de servir les financiers, je me suis rendu compte à un moment que je n'étais pas à la bonne place et je me suis dit que j'allais quitter la finance pour lancer mon activité de coaching. Mais quel est le problème à partir du moment où on commence à partir dans ce genre d'objectif qui est pratiquement plus grand que nous, quelque chose qui peut nous sembler être une montagne? Et bien en fait, au gré des obstacles, au gré des échecs, au gré de ce que nous dit notre entourage, « Ah, c'est dur, tu ne vas pas y arriver », au gré des réactions des autres personnes, de nos collègues. Quand j'avais été voir mon manager, il me disait ah, « tu reviendras ». Ok, bon, c'était il y a 4 ans maintenant. Pour l'instant, je ne suis pas retourné. Mais en fait, au moment où on rencontre tous ces obstacles, notre motivation, elle commence à partir en fumée. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Non? C'est peut-être... Merci, c'est à cause de la tenue. Michael Jordan. Michael Jordan... il a commencé à jouer en NBA en 1984. Pendant 7 années, il était à la poursuite du titre de champion NBA. À chaque fois, il échouait. Et ensuite, à partir de 1991, il a gagné 3 titres de suite. Il a été élu plusieurs fois meilleur joueur du championnat, donc meilleur joueur du monde. Mais à un moment donné, en 1993 à peu près, il a perdu la flamme et il a décidé de prendre sa retraite. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh bien, je vais retourner à mes premiers amours, je vais devenir un champion de baseball. Et là, lui aussi, il s'est heurté à ce problème-là. Donc, vous voyez cet échec-là, qu'on soit des anonymes ou qu'on soit des stars planétaires, on rencontre tous ce genre d'obstacles dans notre vie et on est tous concernés. Et aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie en 3 étapes pour construire votre motivation. Mais pas de la motivation qui va durer juste aujourd'hui, on va faire en sorte que vous restiez motivé. Vous allez comprendre ce qui nourrit profondément la motivation, ce qui soutient votre motivation au quotidien et ce qui peut empêcher parfois cette motivation de s'exprimer. Et vous allez repartir avec un protocole clair pour avancer sur ce qui est vraiment important pour vous. Et après, vous pourrez dire « Yes,
une fois que vous aurez atteint votre objectif, ou en tout cas que vous serez en route pour atteindre ces objectifs-là, vous verrez que les choses pour vous, elles vont vraiment changer parce que vous allez sentir ce feu intérieur qui vous anime et vous ressentirez que là, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alors, est-ce que ça vous inspire comme programme ? Ouais ? Ok, alors on y va ? Très bien. Alors, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est pas juste d'être spectateur, comme on le fait souvent quand on va au cinéma et qu'on mange du popcorn. Je vais vous demander d'être vraiment acteur. Quand vous allez vouloir enclencher votre transformation, vous allez être acteur de votre transformation et donc on va commencer dès maintenant. Donc ce que je vais vous demander, c'est que vous allez choisir un objectif qui est ambitieux mais réaliste. Vous pouvez rechoisir cet objectif que vous avez toujours voulu atteindre, qui a parfois été dur et peut-être que vous l'avez laissé de côté. C'est bon, vous l'avez en tête ? Ok, on va aller encore un cran plus loin. Vous allez écrire cet objectif noir sur blanc. Parce que le fait d'écrire un objectif, c'est aussi s'engager à l'atteindre. C'est aussi s'engager au moins à mener les efforts pour atteindre cet objectif. Mais atteindre un objectif, surtout quand on a échoué plusieurs fois, ça montre que parfois les choses qu'on a mises en place n'étaient pas forcément les bonnes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à changer. Et Einstein, il disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc aujourd'hui, ce qu'on va commencer à faire, c'est commencer à mettre en place des choses différentes. Et pour mettre en place des choses différentes, ce qu'il existe, c'est la formule du changement, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui en 3 étapes. Cette formule du changement, c'est quoi ? C'est un but qui nous anime vraiment. Et ce but qui nous anime vraiment, on va aller le chercher dans notre singularité. Ici, tout à l'heure, chez Toastmasters, le sujet de l'improvisation, c'était est-ce que le monde est juste ? Est-ce qu'on a besoin d'équité, etc. Et finalement, tout le monde s'est accordé à dire que le monde est injuste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est tous différents. On est tous différents, on part tous avec un environnement différent. On a tous notre singularité. Ensuite, la formule du changement, c'est un but qui est aligné, qui nous anime et qui est aligné avec nos stratégies et nos comportements et qui est aligné avec nos perceptions et nos croyances. Et à partir du moment où on aligne notre but, nos comportements et nos croyances, alors là, enfin, peut commencer le changement. Est-ce que vous connaissez ce personnage qui naît dans l'Espagne et qui se rend compte qu'il veut poursuivre un but qui est beaucoup plus grand que lui, qui veut trouver un trésor, qui veut trouver sa légende personnelle. L'alchimiste, Santiago. Il part de l'Espagne, il va jusqu'en Afrique, il traverse d'énormes épreuves pour aller chercher sa légende personnelle au pied des pyramides. Et Santiago, donc il s'appelle, il n'aurait jamais pu arriver jusqu'au pied des pyramides s'il n'avait pas eu ce feu intérieur qui le guide, s'il n'avait pas eu toutes ces croyances positives et tous ces comportements qu'il a mis en place pour arriver justement aux pyramides. Est-ce que vous connaissez ces 2 hommes ? Ça m'aurait étonné parce que moi-même, je connaissais leur travail, mais je ne les avais jamais vus en photo. Donc ce sont 2 psychologues américains qui s'appellent Deci et Ryan. Ils étaient psychologues à l'université de Rochester. Et ces 2 hommes-là, ils ont la particularité d'avoir fait quasiment toute leur carrière ensemble. Ça fait plus de 40 ans qu'ils travaillent ensemble. Et c'est vraiment un modèle de collaboration professionnelle exemplaire. Et ces 2 hommes, ils ont travaillé sur la théorie de l'autodétermination. Et cette théorie de l'autodétermination, elle explique que la motivation, elle va reposer sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est l'autonomie. L'autonomie, en fait, c'est le sentir qu'on est libre de ses choix. C'est le sentir qu'on peut avoir nos propres décisions. Et si on n'a pas cette autonomie, alors on perd la motivation. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre « Les dieux voyagent toujours incognito » de Laurent Gounel, où on a ce héros qui s'appelle Alan Greenmore, il adore fumer. Toute la journée, il fume des cigarettes. Le matin, il fume des cigarettes. Il se lève, il fume tout le temps. Et bon, il se passe quelques péripéties, etc. Il rencontre un homme qui, je ne vais pas vous spoiler, mais en fait, cet homme-là va prendre petit à petit le contrôle de sa vie. Même pas petit à petit. Du jour au lendemain, il prend le contrôle de sa vie. Et cet homme-là, il l'oblige à fumer.
il l'oblige à fumer. Et il lui dit, à partir du moment où je t'appelle, tu fumes une cigarette. Et Alan Greenmore, il avait essayé plusieurs fois de fumer, mais il n'avait jamais réussi. Et donc cet homme-là, il l'appelle, 8h du matin, tu fumes. Hop, il fume. Au début, il trouve ça super. Il est en réunion, il reçoit un appel, tu fumes. Il doit descendre, il va fumer. La nuit, pleine nuit, 3h, 4h du matin, il fume. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, Alan Greenmore, il perd son autonomie. Donc là, il ne fume plus pour le plaisir. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il décide finalement d'arrêter de fumer. Donc on voit bien qu'en fait, le sentiment d'autonomie, il est vraiment prépondérant dans la motivation. Le deuxième pilier de la motivation, c'est la compétence. Plus on se sent compétent, plus on se voit progresser dans une situation, et plus notre motivation, elle va augmenter. C'est pour ça que si vous commencez par exemple le tennis ou un autre sport, ou le tricot, le crochet, peu importe, quand on voit qu'on progresse, en fait, ça nous donne envie de continuer. Et le troisième niveau de motivation, c'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment de faire partie d'une famille. Le sentiment de faire partie, par exemple, de la famille Toastmasters. Si on était seul chez Toastmasters, peut-être qu'on n'aurait pas envie de faire vraiment les efforts de progresser dans la prise de parole en public. Et donc, Deci et Ryan, sur base de ça, ils ont schématisé plusieurs niveaux de motivation. Je ne vais pas tous les faire, j'ai repris les niveaux de motivation les plus importants. Donc le premier niveau de motivation, c'est ce qu'on appelle la motivation. C'est le niveau de motivation où on a vraiment envie de rien faire, on n'a pas d'énergie, on nous demande de faire quelque chose qu'on n'aime pas, vraiment on n'a aucune motivation. Et le problème de ça, c'est que ça va faire augmenter le taux de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et ça va vraiment faire baisser le taux de dopamine et toutes ces hormones qui nous font du bien. Le deuxième niveau de motivation, c'est la motivation extrinsèque. Cette motivation-là, c'est celle qui nous pousse à faire des actions pour obtenir, par exemple, une récompense, pour éviter d'être puni, ou, par exemple, on va travailler pour obtenir notre salaire. Et là encore, ce qu'on va sécréter comme hormone ici, on va continuer à sécréter du cortisol. Par contre, on va sécréter de la dopamine parce qu'on va être récompensé par notre salaire. Donc, on va se dire, OK, on va continuer quand même à aller au bureau, même si ça nous plaît moyennement. Et puis, on va sécréter de l'adrénaline, c'est cette hormone qui nous met en action. Et le troisième niveau de motivation, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est cette motivation qui va venir vraiment nous chercher de l'intérieur et qui va vraiment allumer le feu, qui va nous donner l'envie de bouger, l'envie d'avancer vers ce qui est important pour nous. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus du tout de cortisol. Par contre, on va sécréter de l'adrénaline, des endorphines, de la sérotonine, de l'ocytocine. Donc vraiment, toutes ces hormones du bonheur. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on est aligné sur notre mission de vie, on se sent vraiment très bien. On l'a vu tout à l'heure, le fait d'atteindre un objectif, c'est vraiment pas facile. Rappelez-vous de l'exemple de Michael Jordan. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de comprendre quelle est notre singularité. On se rend compte aujourd'hui, avec les médias, le bruit ambiant, en fait, on ne retourne plus vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Et si je vous demande aujourd'hui quelle est votre singularité, peut-être que vous allez avoir un début de réponse. Peut-être que vous n'en aurez aucun parce que souvent, on ne se pose même pas la question. Donc ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est d'aller à la rencontre de votre singularité. Les singularités, c'est quoi? C'est quelles sont vos valeurs. Et quand on parle de valeurs, notamment en coaching, en développement personnel, ça va un peu plus loin que l'amour, l'honnêteté, la liberté. Parce que c'est bien beau tout ça, mais il n'y a personne qui s'est levé un jour en se disant « Ouais, moi aujourd'hui, j'ai envie qu'on me déteste. » Tout le monde veut de l'amour. « Ouais, j'ai envie qu'on m'enferme dans une prison. » Tout le monde veut de la liberté. « J'ai envie qu'on me trahisse. » Non, tout le monde veut de l'honnêteté. Donc les valeurs qu'on va aller chercher, ça va être quelque chose qui va aller un peu plus loin que tout ça. Donc pour comprendre, pour connaître quelles sont vos valeurs, on va pouvoir se poser des questions. En coaching, on appelle ça des questions puissantes. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Et quand vous faites cette chose-là, vous ne voyez vraiment pas le temps passer. Par exemple, ma compagne Agnès, depuis quelque temps, elle s'est mise au tatouage. Pas se faire tatouer, ça elle l'a déjà fait, mais vraiment tatouer les gens. Et quand elle fait ça, je peux l'appeler pour manger, elle va continuer, elle ne voit pas le temps passer. Moi, par exemple, quand je fais du coaching ou je fais des choses créatives, c'est pareil, je ne vois pas le temps passer.
Dans quoi est-ce que vous investissez beaucoup de temps dans votre vie? Ouais, et justement, et ça montre que l'une de tes valeurs, c'est peut-être le dépassement de toi, ou peut-être sortir de ta zone de confort, ou peut-être développement professionnel ou personnel, je ne sais pas. Dans quoi qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Moi, par exemple, quand je vais faire du sport, ça me redonne de l'énergie, ou même si je suis de mauvaise humeur, il suffit que je fasse une séance de coaching, je suis reboosté. Et une question comme ça, par exemple, c'est, imaginons l'un de vos amis vous appelle à 23h30, vous êtes prêt à aller au lit, qu'est-ce qu'il pourrait vous demander? Et vous savez que là, malgré l'heure, c'est parti, vous y allez. Kebab. Voilà, et ça, c'est vraiment intéressant. Dans quoi est-ce que vous investissez votre argent? Quand je travaillais dans la finance, moi, par exemple, j'investissais, encore aujourd'hui d'ailleurs, j'investissais des milliers d'euros dans ma formation. Ça m'a permis de préparer ma reconversion. Et encore aujourd'hui, je continue à m'acheter des formations. Sur quoi est-ce que vous avancez depuis des années? La prise de parole en public avec Toastmasters, par exemple, ou plein d'autres choses. Ça peut être, par exemple, créer votre société, développer vos compétences. Et qu'est-ce qui est précieux à vos yeux que vous avez développé et que vous n'aimeriez pas perdre? Et à partir du moment où vous commencez à répondre à ces questions, pas juste une minute, mais que vous penchez réellement sur ces questions-là, vous commencez à aller à la rencontre de votre singularité, et là, vous allez pouvoir trouver le top 3 de vos valeurs. Alors, imaginons qu'une personne se dise « moi, ce qui est important pour moi, c'est ma carrière. » Ok. Pourquoi est-ce que ta carrière est importante pour toi? Peut-être que c'est pour développer tes finances et partir en voyage. Ah, donc peut-être que la valeur, c'est pas la carrière, mais c'est peut-être découvrir le monde. Vous voyez? Ou ça peut être, quelqu'un va dire, moi, ma valeur haute, c'est la famille. Pourquoi? Parce que j'ai envie que ma fille, elle fasse des belles études. Ah, ok, donc c'est peut-être le développement de tes enfants qui est vraiment important. Donc vous voyez que quand on part des valeurs, on va commencer à toucher quelque chose qui relève du rêve. Donc là, vous pouvez noter aussi le top 3 de vos rêves, et vous pouvez aussi essayer de vous demander qui vous voulez devenir. Peut-être que c'est un orateur professionnel, peut-être que c'est quelqu'un qui donne de son temps, qui aide les autres à progresser. Et quand je vois toutes les personnes qu'il y a ici, je sais, en ayant parlé avec de nombreuses personnes, qu'on a des rêves tous plein la tête. Et à partir du moment où on comprend notre pourquoi, nos valeurs, on peut comprendre quel est notre pourquoi. Et le pourquoi, c'est ce qui est plus grand que nous. C'est ce qui va vraiment nous animer au quotidien. C'est ce qui va nous faire bouger. Et votre pourquoi, donc, vous l'avez compris, c'est ce qui est vraiment important pour vous. Donc là, maintenant, je vous le demande, et vous pouvez commencer à répondre à cette question, ou en tout cas à y réfléchir. Et que si vous commencez à y réfléchir, bientôt, les réponses, elles vont tomber. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et plus précisément. Comme ça, ça vous permet d'aller chercher encore plus loin. Et la deuxième chose à faire ensuite, c'est de relier votre objectif à votre pourquoi. Ça, c'est moi. Je vous ai parlé de ma compagne Agnès. Elle a eu 40 ans. Et donc Agnès, elle adore les sensations fortes. Elle aime la moto. Elle aime toutes ces choses qui la font vibrer et qui la font se sentir vivante. Donc quand je cherchais un cadeau, je me suis dit, tiens, je vais lui offrir un saut en parachute. Je pense que ça va la faire kiffer, elle va aimer, quoi. Et là, elle m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Elle m'a dit, tu sautes avec moi? Donc moi, vous me connaissez peut-être, je suis très courageux. Donc je lui réponds, non. Je lève, c'est une femme qui est géniale, donc je commence à réfléchir. Et je me pose ces questions, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux développer? Et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit, alors ce qui est important pour moi, c'est de sortir de ma zone de confort, élargir cette zone de confort, construire ma confiance en moi, avoir des expériences qui sont juste géniales et me dire, ça je l'ai fait. Il y a quelques années, j'avais couru le marathon de Paris, j'avais besoin de me dépasser. Là, je ne le referai pas, c'est comme le saut en parachute. J'ai le vertige, donc maintenant, je ne le referai pas. D'ailleurs, parce que ça, c'est la version qui est cool, mais avant ça, je suis passé par là. C'était horrible. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais mourir. Mais en faisant ça, j'ai relié cet objectif de sauter à ce qui est vraiment important pour moi, à ma singularité, qui est aussi de réussir à transmettre, à inspirer,
à aider les gens à atteindre leurs objectifs. Alors moi, si je fais des choses comme ça, où je me dis c'est vraiment quelque chose qui me dépasse et qui m'effraie, alors je pense que n'importe qui est capable aussi d'aller de l'avant. Et en reliant un objectif à ce qui est vraiment important pour vous, ça donne du sens à vos actions. Et le sens, c'est ce dont on a besoin pour nourrir cette motivation. Quand j'ai quitté la finance, c'est parce que j'avais plus de sens. Pour moi, ce que je faisais là-bas, ça n'avait vraiment aucun sens. Donc je suis parti. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est en quoi atteindre cet objectif que vous avez en tête, ça vous rapproche de ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que ça va changer à ma vie dans ce qui est vraiment important pour moi? Par exemple, quand moi j'ai quitté la finance, le fait de faire du coaching, ce qui était important pour moi, c'était d'aider les gens à avancer vers leurs rêves. C'était de faire des choses qui ont du sens. Et là, j'étais vraiment dans ma mission de vie. Et donc, si vous avez du sens, vous nourrissez cette motivation intrinsèque. Yes! On est exactement là-dedans. Donc, la deuxième chose ensuite dans la formule du changement, donc on l'a vu, la première, c'est d'avoir un but qui nous anime. La deuxième, c'est d'aligner notre but avec nos stratégies et nos comportements. Mais vos stratégies et vos comportements, elles vont reposer sur un système vertueux. Et ce système vertueux, c'est ce que vous faites dans votre quotidien. Vous le reconnaissez? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, né en 1808. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Abraham Lincoln, il vient d'une famille qui était extrêmement modeste. Son père faisait partie des pionniers, donc ils étaient dans l'est des États-Unis, et ils ont migré vers l'ouest, d'abord dans l'Illinois, puis ensuite dans le Kansas, Kentucky. Et Abraham Lincoln, il n'avait pas d'éducation, il n'est pas allé à l'école, et donc son premier métier, ça a été de défricher la forêt dans laquelle son père avait décidé d'habiter, là où ils avaient construit leur cabane. Et donc, il travaillait le bois. Ensuite, après avoir défriché la forêt, avec le bois, il a commencé à construire des bateaux. Et des bateaux qui allaient sur des fleuves. Et avec ces bateaux-là, et en fait, il a commencé à faire du transport de marchandises. Et petit à petit, Abraham Lincoln, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à fréquenter les bibliothèques. Il y passait de plus en plus de temps. Il empruntait des livres et il passait ses après-midi à potasser ses livres. Et ce qu'il faisait, c'est que lui, il était passionné de droit, il était passionné de communication, il était passionné d'économie. Et petit à petit, il a vraiment commencé à s'instruire dans le droit. Et quand il y a eu des amis de son entourage qui avaient des soucis juridiques, il a commencé à les défendre. Alors il en a défendu un, puis un deuxième. Et comme c'est quelqu'un qui avait une mentalité qui était complètement différente des autres avocats, lui, ce qu'il voulait, c'était trouver un consensus. Il ne voulait pas gagner de l'argent avec les affaires, il voulait trouver un consensus. Donc petit à petit, sa clientèle a grandi, il a commencé à créer une notoriété, et surtout, il a commencé à s'élever contre l'esclavage. Et il a commencé à faire des discours contre l'esclavage. Et puis ensuite, il a commencé à concourir aux élections sénatoriales, aux élections de gouverneurs. Je vous passe les détails, mais en 1861, il a été élu pour son premier mandat comme président des États-Unis. Et ensuite, il s'est passé la guerre de sécession, et pendant la guerre de sécession, il a quand même organisé des élections, contrairement à ce que certains font aujourd'hui, et finalement, il a remporté son deuxième mandat en 1865, avant d'avoir été assassiné quelques jours après, parce que justement, grâce à lui, l'esclavage a été aboli. Et ce dont on se rend compte, c'est que Abraham Lincoln, pour passer d'un homme qui défrichait la forêt sans aucune éducation à la plus haute fonction de l'État américain, qui est celle d'être président des États-Unis, il a mis en place des habitudes. Il allait à la bibliothèque. Il allait discuter avec les gens pour comprendre quelles étaient leurs aspirations, quels étaient leurs besoins. Il a utilisé des outils. Donc les outils qu'il a utilisés, lui, c'était d'abord la hache, ensuite les livres dans la bibliothèque, ensuite c'était sa voix, c'était son cerveau pour plaider, et puis pour faire ses discours. Abraham Lincoln était vraiment un orateur hors pair. Et la dernière chose qu'il a faite, c'est qu'il a mis en place des routines. Le matin, je travaille,
L'après-midi, je vais à la bibliothèque. Le soir, je vais dans les bars. Non pas pour se saouler, parce qu'Abraham Lincoln ne buvait pas d'alcool, mais pour parler avec ce qu'on peut appeler les petites gens. Mais il se considérait lui-même comme un petit gens. Et donc, c'était sa meilleure façon à lui de comprendre le peuple et de pouvoir représenter le peuple. Et quand on voit Abraham Lincoln, on comprend mieux pourquoi les comportements, donc c'est-à-dire nos habitudes, nos outils, nos routines, sont vraiment un élément essentiel de ce qui va nous permettre d'aller vers nos objectifs. Et à partir du moment où on a tout ça, on peut mettre en place, donc, c'est la somme de ça qui crée des comportements vertueux. Et ça, c'est notre système. Et donc, pour alimenter ces comportements vertueux et pour pouvoir les alimenter au quotidien, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle de la gamification. Est-ce que ça vous parle, ce mot? Bon, c'est du franglais, hein. C'est un anglicisme, mais c'est le fait de mettre en place des jeux pour pouvoir continuer des expériences. Il y a les rituels matinaux. Moi, j'avais commencé en 2019 déjà le Miracle Morning. Miracle Morning, c'est à base de méditation, d'affirmation, de visualisation, de lecture, de l'écriture, et puis un petit peu de sport. Donc maintenant, je me suis mis au tai chi grâce à ça. Mais en tout cas, c'est une routine pour moi qui me convient bien parce qu'elle me fait vraiment du bien. Mais ici, c'est à chacun de trouver sa propre routine, à chacun de trouver ce qui lui fait du bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt que de manger un énorme bœuf en une seule fois, eh ben, on va le découper en morceaux. Et bien là, on va faire exactement la même chose avec nos objectifs. On va créer des sous-objectifs. Et à chaque fois qu'on va atteindre un objectif, eh bien, on va se récompenser. Et cette récompense-là, elle va nous donner de la dopamine. Et la dopamine, c'est ce qui nous donne de l'énergie pour continuer à avancer. Et ça fait partie de l'une des hormones du bonheur. Et plus on va avoir de dopamine, et plus notre cerveau va en redemander. C'est exactement ce sur quoi se basent les réseaux sociaux pour maintenir, j'allais dire nos enfants, mais nous aussi, pour maintenir les gens en fait complètement accros aux réseaux sociaux. Et puis aussi, vous allez pouvoir créer des binômes ou vous associer à un mentor pour continuer à alimenter cette motivation-là. Alors vous, quel système est-ce que vous pourriez mettre en place à partir de maintenant et qui va dans le sens de l'objectif que vous souhaitez atteindre? Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, hein. Vous pouvez déjà commencer à y répondre. Et à partir du moment où vous mettez votre cerveau en mode recherche, il va processer tout seul comme un ordinateur pour pouvoir vous amener la réponse, souvent dans votre subconscient. Alors, quelles sont les habitudes que vous allez pouvoir mettre en place, les outils que vous allez pouvoir utiliser et les routines aussi que vous allez pouvoir mettre en place au quotidien. Donc ensuite, on a vu, dans la formule du changement, on a vu un but qui nous anime vraiment, y aligner nos stratégies et nos comportements, et enfin, y aligner nos croyances et nos perceptions. Et à partir de là, on va pouvoir initier le changement. Attends, je reviens. Et à partir de là, on va pouvoir initier le changement. Qui aime les voitures? Moi, j'adore les voitures. Au-delà de nous amener d'un point A à un point B, il y a aussi la notion de plaisir. Mais c'est surtout, c'est ce qui nous permet d'avancer. Si pour me déplacer de chez moi jusqu'à ici, j'ai utilisé ma voiture. Imaginez que vous êtes en voiture, vous avez acheté soit cette belle Lamborghini, ou pour les plus écolos, vous avez acheté une Tesla, une BYD, ou que sais-je, mais vous avez votre véhicule, vous voulez vous déplacer très rapidement, et vous vous rendez compte que cette voiture-là, elle n'avance pas. Et quand vous regardez, vous vous rendez compte que vous avancez avec le frein à main. C'est embêtant, non? Eh bien, imaginez que aller d'un point A à un point B, c'est être ici et vous rendre vers vos objectifs. Vous avez une super voiture parce que vous avez travaillé sur votre motivation. Vous avez plein d'énergie, vous avez travaillé vraiment sur vos valeurs, vous savez où vous allez, mais finalement, le frein à main, c'est vos croyances limitantes. Même si vos comportements ils sont tout à fait adaptés à l'objectif que vous voulez atteindre, si vous avez des croyances limitantes du type, comme moi j'avais, hein, donc je me disais par exemple, moi je voulais faire des vidéos YouTube, mais j'osais pas parce que je me dis, ah ouais, mais si je poste une vidéo, les gens ils vont me critiquer. Là, j'essaie de me protéger par sécurité.
Ou alors je me dis, ben, si je suis visible, ben, les gens ils vont penser que je ne suis pas humble. Et donc je m'empêchais moi-même, personne n'est venu me critiquer, mais je m'empêchais moi-même d'aller faire ces vidéos alors que je pensais que j'avais un message à transmettre. Et nos croyances limitantes, pour les travailler, il faut d'abord les identifier. Imaginons que plus petit, vous ayez une maman qui vous dit « Attention, il ne faut surtout pas parler aux inconnus ». Qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes adulte, que vous êtes commercial et que vous allez devoir aller vendre vos services? Imaginez qu'on vous dise « Ouais, les commerciaux sont des voleurs ». Est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise pour aller vendre vos services? Est-ce que si on vous a dit que les riches, ce sont des escrocs, est-ce que vous aurez vraiment envie de gagner de l'argent? Alors, imaginons que vous soyez entrepreneur, mais que vous ayez cette croyance limitante que gagner de l'argent, c'est mal ou que les riches sont des escrocs. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à commercialiser vos services? Donc, vous avez une belle voiture, rutilante, avec un énorme moteur, mais un frein à main qui est complètement serré. Donc là, ici, l'objectif, c'est d'identifier les croyances limitantes. Reconnaître leur origine, ça vient de nos parents, ça vient de notre grand-mère, ça vient de l'école, ça vient des médias, de la société. Et ensuite, il va falloir remplacer ces croyances limitantes. Donc, pour remplacer les croyances limitantes, c'est essayer déjà de trouver une croyance, par exemple, qu'on a. C'est-à-dire, moi, ce que je me disais, c'est si je poste une vidéo, les gens vont me critiquer. Donc, remplacer par une croyance qui va m'aider, c'est de me dire, eh bien, je peux poster une vidéo et aider les gens à s'en sortir, ou en tout cas à progresser dans leur vie. Et ensuite, si on veut continuer à ancrer cette croyance, on va devoir chercher quelles sont les situations que j'ai vécues et qui me montrent que cette croyance, elle est déjà vraie. Bah ouais, c'est vrai, en fait, j'ai déjà posté 30, 40, 50 vidéos, et peut-être une seule fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a qui m'a mis un commentaire, c'était génial, il a écrit « vidéo de merde ». Ok. Donc j'ai effectivement une personne qui m'a écrit vidéo de merde. Mais par contre, j'ai reçu des centaines et des centaines de commentaires de gens qui disaient « c'est super, merci pour cette vidéo, ça m'a aidé à avancer, etc. » Donc là, j'ai pu ancrer finalement la croyance que, oui, effectivement, il y a quand même des gens qui vont me critiquer, mais chacun a droit à la parole finalement. Mais que malgré tout, ces vidéos, elles peuvent nous aider. Et d'ailleurs, je te remercie tout à l'heure des commentaires vraiment super que tu as fait sur mes vidéos, parce que finalement, ça va alimenter ma croyance que ces vidéos-là, elles nous aident à avancer. Donc, identifiez quelles sont vos croyances, comment vous pouvez les transformer, les remplacer par des croyances qui vont vous aider, et ensuite, ancrez-les à l'intérieur de vous-même en identifiant à quel point ces croyances sont déjà vraies par rapport à vos expériences passées. Et ensuite, il va falloir travailler sur nos perceptions. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, on a tous vécu des échecs. Et le problème qu'on a, c'est que quand on vit un échec, on ne voit que les inconvénients de cet échec. C'était dur, il m'a dit que ma vidéo c'était de la merde, je recommencerai pas, je me suis senti mal, ou je me suis fait licencier, mon boss c'est un connard. Et on va tous se dire des choses comme ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on se rende compte chacun que tous ces événements négatifs qu'on a vécus, qu'on a perçus comme étant négatifs, eh bien en fait, ils avaient leur bon côté. Mon boss m'a licencié. Ah, bah grâce à ça, j'ai pu trouver un job qui me plaît un peu plus. Ah, mais grâce à ça, j'ai pu rencontrer une super collègue, j'en ai fait ma meilleure amie. Ah, il m'a dit que ma vidéo, c'était de la merde. Ah, bah grâce à ça, j'ai augmenté la qualité de mes autres vidéos. Et à partir du moment où on fait ça, on va rééquilibrer nos perceptions. Parce que les perceptions, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc quand vous vivez un événement, une situation, un échec, effectivement, il y a des inconvénients. Mais voyez quels sont les avantages de cet événement-là. Quelles sont les personnes que vous avez rencontrées. Les relations que vous avez pu améliorer par rapport à ça. Par exemple, on vit quelque chose de vraiment mauvais, on n'est vraiment pas bien et on se rend compte qu'on a un ami qui vient et qui va être là pour nous réconforter, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années, et en fait, on va continuer un bout de chemin ensemble. Demandez-vous quelles sont les forces que vous avez pu développer, les compétences que vous avez acquises, ou alors même les connaissances. Tiens, je suis allé voir sur YouTube pour voir, j'ai tapé comment on peut faire des vidéos de merde, et puis je me suis dit, ah tiens, ça m'a vachement aidé. Ça m'a vraiment aidé pour la suite.
Donc à partir du moment où on fait ça, on va rééquilibrer nos perceptions. Et donc, je reviens ici sur la formule du changement parce qu'elle est vraiment importante. Le changement, c'est un but qui nous anime, aligné avec des stratégies et des comportements vertueux et des perceptions et des croyances aidantes. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir changer. Vous allez pouvoir changer et atteindre des objectifs qui vous animent et vous allez pouvoir marcher vraiment vers votre mission de vie. Et pour ça, il y a un protocole qui peut vous aider, notamment à mettre en place vos comportements vertueux. Tout à l'heure, on a parlé de comment on pouvait faire pour travailler sur notre motivation à travers les valeurs. Mais là, on va pouvoir travailler sur nos comportements et sur nos croyances et perceptions grâce à la méthode des 5C. La méthode des 5C, elle va nous permettre de travailler sur nos connaissances. Donc, par rapport à l'objectif que je veux atteindre, quelles sont les connaissances que je dois acquérir? Quelles sont les compétences que je vais pouvoir développer? Je veux devenir président des États-Unis au 19e siècle, je vais devoir être un orateur hors pair. Je vais devoir travailler sur mes convictions, je vais devoir travailler sur mon relationnel. Quelles sont les connexions que je vais devoir mettre en place? Je suis super content, aujourd'hui j'ai revu Prince, que je n'avais pas vu depuis des années. Tout ça, ça fait partie de vos connexions. Et les connexions, ce n'est pas uniquement les personnes qui vont m'apporter quelque chose, mais c'est aussi quelque chose que je vais pouvoir donner aux autres. JFK, il disait, ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Ben pour les connexions, c'est exactement la même chose. Vous voulez bâtir des connexions authentiques? Ne vous demandez pas ce que cette relation peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour cette relation. Quelles sont les croyances que vous devez acquérir? J'ai la croyance que je peux dépasser la montagne. J'ai la croyance que je peux vendre mes services. J'ai la croyance que je peux attirer l'abondance financière. Et après, ce petit chemin sur lequel vous étiez en train d'avancer peut se transformer en autoroute. Et cette autoroute, elle a besoin de vous pour faire avancer la Lamborghini avec le frein à main qui est descendu. Et à la fin, vous pouvez aussi utiliser des mentors, des coachs pour avancer, parce que parfois, on n'a pas forcément l'énergie où quand on est vraiment le nez dans le guidon, on ne voit pas vraiment tout ce qui se passe autour. C'est pour ça que des gens prennent des coachs sportifs, prennent des coachs mentaux, prennent des coachs pour avancer. Michael Jordan, on l'a vu tout à l'heure, il a échoué. Et j'adore cette citation quand il dit « Dans ma carrière, j'ai raté plus de 9000 paniers. J'ai perdu plus de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le dernier tir et j'ai raté. J'ai raté encore et encore. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Et dans l'objectif que vous allez essayer d'atteindre, il y a des moments où vous allez avancer. Il y a des moments où vous allez échouer. Mais à chaque fois, vous allez vous relever et vous allez continuer à avancer encore et encore. Donc la formule du changement, c'est comprendre quelle est votre singularité. Quelles sont les stratégies et les comportements que vous allez adopter pour avancer vers cet objectif. Quelles sont les perceptions et les croyances qui vont vous aider à avancer vers votre objectif. Et pour travailler sur les stratégies, les comportements, les perceptions et les croyances, vous pouvez utiliser la méthode des 5C, réfléchir sur les connaissances dont vous aurez besoin, les compétences que vous aurez besoin pour avancer, les connexions, les croyances, et peut-être vous faire aider en coaching. Donc la motivation, c'est ce qui vous fait démarrer, mais vos comportements, c'est ce qui vous fait continuer au quotidien. Donc, par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre, quel est le premier pas que vous allez faire à partir d'aujourd'hui ou demain? Je sais qu'on est tous très occupés, donc quel est ce premier pas que vous allez pouvoir faire? Vous n'avez pas besoin de faire des grands pas, juste des petits pas. Moi, j'adore cette citation qui dit « Un imbécile qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels qui restent assis. » Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé cette conférence. J'espère que ça vous a donné des clés par rapport à la motivation. Si vous voulez en savoir plus et notamment vous faire accompagner pour tout ce qui concerne la motivation, la confiance en soi, le mindset, je vous ai mis mon lien en description. Il y a tout ce qu'il faut pour me contacter. Je suis ravi de vous accompagner. Je vous dis à très bientôt et surtout, osez rêver grand.